L'administration territoriale au Togo est marquée actuellement par quelques remaniements. Il s'agit de la nomination de nouveaux préfets dans plusieurs localités du pays. En effet, le chef de l'État Faure Gnassingbé a procédé à la nomination de 9 nouveaux préfets. Ainsi, dans la préfecture du Golfe, Agbodan Kossivi est nommé pour administrer cette préfecture. La même charge est allée à Tinaka Wediabalo Kossi dans la préfecture d'Agouenivé. Dans la préfecture de Zio, c'est Gadewa Maouna aux commandes. Kodjo Agbeko est désigné préfet de Logou. La préfecture de la Kébou sera désormais administrée par Toi Koku. Tchaoudjo sera dirigé par Tchembiadja Yenjunakoa, alors que Bassar sera supervisé par le lieutenant-colonel Asiao Dabalo en tant que préfet. Dans la préfecture de la Kosa, un colonel remplace un autre. Le colonel Bonfo Fari remplace le colonel Bakaliemou. Ouro Gourougou Ourominal est nommé préfet de Tone. Rappelons que ces changements s'inscrivent dans le cadre des efforts dans le but de renforcer la gouvernance locale. Ces nouveaux préfets vont assurer la coordination des services de l'État au niveau local et aussi veiller à la bonne application des décisions prises au sommet de l'État. La première session des assises ouvertes à Lomé le 20 janvier dernier se poursuivent à la cour d'appel de Lomé. Les premiers verdicts commencent à tomber. Ce mercredi, ce fut le procès opposant le ministère public au nommé Fofo, cultivateur de son état. Dans les débats, Fofo a empoisonné tour à tour toutes ses 3 épouses et les a enterrées seules dans sa ferme. Le dernier forfait a été découvert en février 2016, le corps sans vie et en décomposition de sa 3e épouse Enyovi. Vendeuse de poissons, Enyovi vendait de maison en maison aux habitants de sa localité avant de disparaître un jour sans trace. Le mari Fofo s'est dépêché auprès de sa belle famille pour annoncer la disparition de leur fille Enyovi. Intriguée, la famille a entrepris la recherche de leur fille avec l'appui du chef de la localité. La recherche a conduit à la découverte du corps de Enyovi avec ses 2 jambes amputées. Avisée, la gendarmerie de la localité a poursuivi les fouilles et a découvert dans la même tombe de Enyovi un crâne humain et un autre corps avec des effets personnels. À la barre, Fofo a reconnu les faits. Sa motivation, Fofo soupçonnait ses 3 épouses successives de le tromper avec un même et certain Maussi. Ne pouvant attaquer celui-ci directement, il a jugé bon d'assassiner ses propres femmes en leur faisant boire une décoction empoisonnée présentée comme une boisson locale. À l'issue des débats, la Cour a retenu contre Fofo les charges d'empoisonnement et d'assassinat. Vu la gravité des faits, il n'a pas bénéficié de circonstances atténuantes. Il est condamné à 50 ans de réclusion criminelle avec une amende de 25 millions à verser au fils d'une victime et de 7 millions à verser à la sœur d'une autre. Quant à la famille de Enyovi, elle n'a voulu rien réclamer à l'accusé. La justice togolaise a ouvert le 15 janvier dernier le procès dit de Trading Gate. Mais aussitôt ouvert, aussitôt fermé, puisque nombre d'accusés n'avaient pas comparu. Des 33 accusés, seulement 13 étaient présents à l'ouverture du procès. Les 20 autres sont toujours en cavale, parmi eux les premiers responsables de Global Trade Corporation. Les mis en cause sont accusés d'être des auteurs ou d'être impliqués à divers niveaux dans une vaste opération d'escroquerie dans laquelle des milliers d'épargnants et d'investisseurs se sont retrouvés victimes. Selon l'un des collectifs des victimes de trading, c'est plus de 5 milliards qu'il a perdu dans le trading entre 2020 et 2021 et représente les épargnes et les investissements de 3000 personnes. Le procès est alors renvoyé au 13 février. Mais actuellement, un mandat d'arrêt international plane sur le PDG de Global Trade Corporation, Ghislain Abaga, en fuite depuis les premières heures de l'éclatement de l'affaire. Un mandat d'arrêt international pèse aussi sur les mises en cause qui ont dû quitter le pays sans l'approbation de la justice togolaise. Une citation directe a été cependant envoyée aux accusés qui, étant bien sur le territoire national, n'ont pas pu comparaître. Rendez-vous le 13 février pour connaître la suite judiciaire réservée à cette affaire de trading
dont les préjudices sont estimés à des dizaines de milliards. Le Togo a régulièrement été confronté à des interruptions de fourniture d'électricité ayant eu des impacts majeurs sur les secteurs économiques et sociaux. En 2024, des coupures fréquentes avaient paralysé plusieurs activités, affectant la productivité des entreprises et compliquant le quotidien des ménages. Cette instabilité énergétique, principalement liée à des contraintes d'approvisionnement en gaz naturel, demeure un défi majeur pour le pays. Cette année encore, le spectre des perturbations plane. La West African Gas Pipeline Company a annoncé des travaux de maintenance sur le gazoduc ouest-africain du 3 février au 2 mars 2025. Ces opérations, qui visent à garantir la sécurité et l'efficacité du pipeline qui transporte le gaz du Nigeria vers le Ghana en passant par le Togo et le Bénin, entraîneront une suspension temporaire des flux de gaz en provenance du Nigeria, principal fournisseur pour la production électrique du Togo. La centrale thermique de Lomé, dépendante de ce gaz naturel, pourra ainsi voir ses capacités réduites, aggravant la pression sur les réseaux électriques nationaux. Les autorités togolaises n'ont pas pour l'instant communiqué sur des mesures concrètes pour prévenir les impacts de cette situation. Toutefois, des initiatives similaires par le passé ont inclus des plans de rationnement souvent mal accueillis par les populations. Alors que le mois de février approche, le gouvernement est attendu sur sa capacité à gérer cette situation afin d'éviter une nouvelle crise énergétique. La question reste de savoir si des alternatives ou des plans d'urgence seront mis en œuvre à temps pour préserver les activités économiques et le bien-être des citoyens. Maliens, mes chers compatriotes, le discours à la nation du 31 décembre dernier était attendu. Mais le général Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir au Mali, n'a pas dit un mot sur d'éventuelles élections, voire un programme de transition. Après le putsch d'août 2020, voilà déjà 4 ans et demi. D'où la réaction de plusieurs partis politiques d'opposition. Dans une déclaration commune, ils réclament un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'ils ont en réalité la volonté d'aller aux élections ? Et là se pose vraiment le problème. Est-ce que nous allons vers une confiscation du pouvoir ou nous allons vers un retour à l'ordre constitutionnel ? Parmi les signataires, des poids lourds de la vie politique malienne, comme le parti Yelema de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, mais aussi l'ADEMA, PASJ, le PARENA et encore le mouvement M5 RFP dont est issu Choguel Maïga, Premier ministre du gouvernement de transition pendant 3 ans à partir de juin 2021. Il a été démis de ses fonctions en novembre dernier. Les partis demandent un calendrier électoral d'ici au 31 mars. Nous demandons simplement aux autorités de la transition de quand même tout faire pour vraiment que les partis politiques reviennent au cœur de la démocratie. Mais au Mali, les partis politiques marchent sur une corde raide. Le pouvoir à Bamako a déjà suspendu leurs activités pendant 3 mois en 2024. Depuis la parution de la circulaire donnant 3 mois aux conducteurs de 2 roues pour s'immatriculer, ces jeunes livreurs à moto du quartier de Grand Yoff sont inquiets. Un seul d'entre eux est en règle à ce jour. Ouré Diallo gagne sa vie depuis 4 ans grâce à sa moto et participe ainsi aux dépenses de sa famille, mais il n'a pas réussi à régulariser sa situation. Mon problème, c'est le rendez-vous. Puisqu'on nous donne un numéro pour appeler, mais j'ai acheté crédit 2000 francs. J'ai appelé, mais je n'arrive pas à joindre et puis je perds mon crédit. On a un groupe de livreurs, il y a presque 300 livreurs dedans, mais presque la moitié n'ont pas de papier, n'ont pas les papiers d'identité du vendeur. C'est le cas de Adam Allo, livreur depuis 2016. Celui qui lui a vendu sa moto il y a 2 ans est aujourd'hui décédé. Il y aurait environ 500 000 conducteurs de mototaxi dit Jakarta ou Tiak-Tiak au Sénégal. Une simple estimation puisque l'essentiel du secteur est dominé par l'informel. Seydina Alioufal est le président national des livreurs Tiak-Tiak. Il se réjouit de l'opération de régularisation, mais dénonce certaines pratiques sur le terrain. Une fois arrivé au service des mines, il y a des démarcheurs qui sont là-bas. Ils interpellent les conducteurs de rue, ils leur demandent de l'argent. Les autorités, nous leur demandons d'apporter une flexibilité, de la souplesse, d'essayer d'apporter aussi des solutions pour ceux qui conduisent des motos et ils ont des problèmes de papier. Ces dernières années, le nombre de motos au Sénégal a explosé, surtout à Dakar, Ziguinchor ou bien encore Kaolack.
À partir du 13 mars, en plus des plaques, un permis sera désormais nécessaire pour conduire une moto, des mesures destinées à améliorer la sécurité routière. Ça va nous permettre de pouvoir identifier les motos. Selon les données du commissariat central de Dakar, on a constaté entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 un peu plus de 920 accidents impliquant les deux roues motorisées. Et sur ces accidents-là, 20 décès ont été constatés. Une situation alarmante qui ne peut plus continuer comme ça. Le scénario du laisser-faire, le scénario du laisser-aller ne peut plus s'imposer. Depuis le lancement de l'opération de régularisation il y a 2 semaines, 8000 motos ont été immatriculées, contre 20 000 sur toute l'année 2024. Aujourd'hui, seul le centre du quartier de Colobane est opérationnel, mais selon le ministère, dès la semaine prochaine, 4 nouveaux sites seront mis en place, ainsi qu'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Le silence d'une salle de classe désertée. Les écoles n'ont pas rouvert leurs portes ce vendredi à Goma, la capitale du Nord Kivu, face aux menaces qui planent. Solange Kaindo garde donc ses 4 enfants sans aucune visibilité sur la suite. Hier, j'ai juste constaté que les enfants sont rentrés plus tôt que prévu de l'école. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit que les autorités scolaires leur avaient demandé de rentrer car la situation sécuritaire n'était pas bonne en ville. J'ai essayé de les renvoyer à l'école ce matin, mais leurs enseignants leur ont dit de rester à la maison jusqu'à ce que les autorités compétentes communiquent. Goma, son million d'habitants et son million ou plus de déplacés sont dans l'attente. La circulation est ralentie, certains magasins fermés. Les témoins assurent que des détonations se sont fait entendre ce vendredi jusque dans la ville. Des affrontements continuent d'avoir lieu sur plusieurs fronts tout autour, et notamment à Saké, à 27 km au nord-ouest de là. Saké, dernier verrou sécuritaire avant Goma, où le groupe armé, le M23, est toujours présent ce vendredi, après de violents combats la veille. L'armée congolaise n'a pas pénétré dans la localité. Jeudi, des pièces d'artillerie et des véhicules blindés ont quitté Goma en direction de Saké. Ce vendredi, ce sont des hélicoptères de combat qui ont été déployés, selon des témoins cités par l'agence France-Presse. Le président Félix Tshisekedi est rentré en urgence de Davos en Suisse à Kinshasa jeudi soir pour présider un conseil de défense vendredi. À l'issue de cette réunion de 3 heures, les autorités ont confirmé le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. De son côté, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, a déclaré vendredi que les casques bleus sont engagés dans des combats intenses contre le M23. La société civile et notamment le mouvement citoyen La Lucha se préparent à toute éventualité. Si Goma tombait, nous appelons toujours la population à la résistance. Ça ne sert à rien de fuir pour aller devenir esclave là où on va. Donc s'ils arrivaient à Goma, résistons à Goma, qu'on puisse en découdre une fois pour toutes. Les États-Unis ainsi que la France et le Royaume-Uni ont appelé leurs ressortissants à quitter la ville de Goma. La RDC a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aucune date n'a été fixée pour le moment. À Douala, la capitale économique du Cameroun, de plus en plus de personnes troquent leur poêle à charbon contre d'autres qui utilisent de l'huile recyclée. L'appareil conçu par un ingénieur camerounais fonctionne grâce à l'huile de vidange des véhicules et à l'énergie solaire. On a beaucoup de femmes qui ont des problèmes pulmonaires liés à l'inhalation de monoxyde et dioxyde de carbone, qui sont des gaz dégagés par la combustion du bois. Et c'est un réel problème de santé publique, pas seulement au Cameroun, mais dans pratiquement toutes les régions africaines où on utilise le bois de chauffe. Il y avait également ce problème de lutter efficacement contre la pollution des sols, parce que ces huiles sont déversées partout, personne n'en veut, personne ne les valorise et il n'y a qu'une faible quantité de ces huiles qui sont généralement reprises et recyclées, puis revendues, remises sur le circuit, dans le circuit de réutilisation.
L'idée de créer cet outil de cuisson rechargeable est venue à Eric Tenke en 2022, quand son mécanicien lui a expliqué les difficultés qu'il rencontrait pour se débarrasser des huiles usagées. Il est très important que ces déchets liquides ne se retrouvent pas dans la nature, mais qu'ils soient récupérés par des experts, des spécialistes et des professionnels du milieu pour les recycler, les traiter avant de les remettre sur le marché. Également aussi, c'est une très bonne chose que ces huiles soient réglées parce que cela participe à l'économie circulaire, ce qui fait que ça crée des emplois. Si Tenke tient à garder secret le processus par lequel il transforme l'huile usagée en combustible, il dit traiter environ 5 tonnes d'huile par mois. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide s'accusent mutuellement d'avoir incendié une raffinerie pétrolière majeure située à 71 km au nord de la capitale Khartoum. Cet incident a ravagé une installation essentielle à l'approvisionnement énergétique du pays. L'armée soutient que les FSR ont déclenché l'incendie pour détruire les infrastructures pétrolières après plusieurs échecs pour contrôler les ressources. Les FSR répliquent que ce sont des frappes aériennes de l'armée qui ont causé la destruction, qualifiant cet acte de crime de guerre. Cet incident s'inscrit dans un contexte de combat intensifié alors que l'armée avance vers Khartoum Nord, cherchant à éliminer les FSR de leur position. Le conflit au Soudan a provoqué des dizaines de milliers de décès et des millions de déplacés, entraînant une crise humanitaire sans précédent. Les répercussions économiques sont également alarmantes. La destruction d'infrastructures cruciales affecte directement le secteur pétrolier déjà affaibli. Samedi, des militants du Hamas ont libéré 4 femmes soldats israéliennes qu'ils retenaient captives depuis 15 mois dans le cadre d'un échange prévu contre 200 prisonniers ou détenus palestiniens en Israël. Il s'agit du deuxième échange depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le week-end dernier. Une foule en liesse a applaudi sur une place de Tel Aviv samedi lorsqu'un écran a montré les 4 otages transférés du Hamas à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza. L'accord entre Israël et le Hamas a interrompu les combats à Gaza pendant au moins 6 semaines, au cours desquels des dizaines d'otages israéliens et des centaines de prisonniers palestiniens seront libérés tandis que davantage d'aide affluera. En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne a lancé une vaste opération militaire à Jénine. 2 Palestiniens ont été tués vendredi dans une frappe selon les autorités palestiniennes à Qabatia, une ville du nord de la Cisjordanie. Plusieurs villes du territoire palestinien ont aussi été visées par des raids de colons depuis l'annonce du cessez-le-feu à Gaza.